Bon vendredi tout le monde et bienvenue dans le show du vendredi. Comme à chaque semaine, vous voyez les meilleurs moments de nos intervenants dans toute liberté ainsi que certains snippets de mes bulletins de nouvelles humoristiques d'actualité exclusifs normalement au Patreon de Yann et Frank. On commence immédiatement avec notre microbiologiste Serge Cloutier qui nous raconte comment il a défendu le professeur Patrick Provost du docteur TikTok durant la pandémie. Moi, ce qui est vraiment venu me chercher avec la pandémie, c'est quand que le monde se sont mis à bâcher directement le docteur Provost. Ça a été la goutte pour moi qui a fait déborder le vase. Je veux dire, je le connais pas personnellement, Patrick Provost, mais on vient de la même université. J'ai vu des conférences de lui, parce qu'on était dans le même hôpital. J'ai côtoyé des étudiants à lui, puis c'est genre très, très, très similaire. Puis moi, ce qui m'avait fait tilter avec le docteur Provost, c'est le docteur TikTok qui s'était mis, le jeune qui s'était mis à le bâcher. Avant ça, là, moi, j'avais peut-être genre 50-75 followers sur Twitter. Docteur TikTok se met à bâcher le professeur Provost. Puis là, moi, je dis non, écoute, Docteur Provost, c'est un scientifique, il y a des papiers. Le docteur Cloutier n'était pas content. Le docteur Cloutier n'était pas content. Puis c'était magique parce que là, je dis non, c'est un grand chercheur, il y a des centaines de publications, il y a des revues, des citations, blablabla. Et il me répond, mais tu sauras qu'il est un biochimiste et non un microbiologiste. C'est comme genre, hey, tu me niaises. Il travaille sur les petits ARN, pas les ARN messagers. C'est comme genre, hey, come on. Surtout en tout respect, autant qu'il y a sûrement son doctorat, mais ça reste, il est fresh sorti de l'université. En tout cas, ça fait pas quelques années qu'il pratique, tandis que toi, un bout de t'es là, tu sais, fait que, hey, le jeune, va t'en faire devant parler. Mais oui, je comprends qu'il y a des spécificités dans ces domaines-là, mais ça reste que, tu sais, si ça aurait été, je sais pas, un architecte, tu te dis, ben oui, tu sais, c'est pas pantoute son domaine, mais c'est quand même. Là, quand c'est rendu que là, vous, êtes-vous infectiologue ou médecin de famille, là, tu sais, ah là, come on, tu sais, c'est c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, surtout quand on commence l'université, les biochimistes et les microbiologistes, on avait la moitié des cours ensemble. Ça fait que c'est toutes des affaires qui est reliées. Fait que là, genre, il m'avait repris là-dessus. Puis là, OK, non. Écoute le jeune, là. Toi, genre, t'es même pas ni microbiologiste, ni biochimiste, ni virologiste. Tu connais rien ces vaccins, tu connais rien ces ARN messagers. C'est genre, t'es écrase. C'est pas comme ça que je les dis, là. Puis là, genre. Il était omnipraticien, c'est ça? Et anesthésiologiste. Oh. Ça, c'est ceux qui endorment les gens. Moi, je trouve que ça fait... Son titre est merveilleux. Son titre est merveilleux. Il a bien fait sa job. Il a bien écouté dans ses cours. Fait, en tout cas, avec juste ce tweet-là, il avait été retweeté par André Arthur, descendu du ciel. Puis là, genre, je suis passé de genre de 50 followers à 1600 dans le temps de le dire. Genre, ça avait explosé. Mais bon, c'est ça, je voulais juste quand même revenir. Parce que moi, en fait, je suis vraiment déçu de l'Université Laval, de la gestion du dossier. Quand j'ai dit, on va voir un peu que le dossier qu'ils ont mené, mais tu sais, c'est vraiment à cause de ses opinions, tout ce qui était extra à l'université, puis des discussions là-dessus, puis les questions qu'on posait. C'est inacceptable. Je pense que l'Université Laval doit être sanctionnée d'une manière ou d'une autre. Louis-Philippe Noël, notre prophète prolifique, qui avait mis sur Twitter justement que c'est possible de renvoyer un professeur, c'est ça, à voir comment que le dossier était monté. T'sais. Moi, j'ai pas écouté toutes les entrevues du docteur Provost. C'est peut-être quand même un devoir de respect et de loyauté envers ton employeur. Puis je sais pas s'il a planté l'Université Laval ou des trucs du genre quelques entrevues, là, mais... La majorité de autant que ça fait longtemps, là, mais la majorité de ses interventions, principalement à Choix Radio X, je les ai écoutées, puis il faut quand même le reconnaître, il n'allait pas que le dos de la cuillère. Là. Des fois, il était un peu saucé. Je pense qu'il était conscient de ça. Là. Je pense pas que c'était de la pure innocence ou qu'il n'était pas conscient de ses propos. Je pense qu'il assumait pour de vrai. Par contre, il y a des conséquences aussi. Puis moi, mon but, c'est pas de dire que je suis en faveur qu'il l'ait censuré ou qu'il l'ait congédié aucunement. Non, c'est ça, moi aussi. Là, c'est que il y a quand même eu un peu de militantisme de sa part pour ce qu'il représentait, mais ce qu'ils ont fait présentement, c'est absolument tout à fait inacceptable aussi. Là. Ah ouais, non, c'est tout à fait inacceptable. Tu sais, quand je dis, je suis déçu de l'université, je suis déçu des chercheurs à l'Université Laval, ben pas juste l'Université Laval, mais tous les chercheurs au Québec, mais l'Université Laval plus particulièrement parce que j'en connais beaucoup, je les ai côtoyés longtemps, puis tout le monde était silencieux. Ça me remet en question un peu, là, je veux dire, des gens que j'ai connus puis que personne parle. Je suis déçu de la ministre Derry, je veux dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je veux dire, elle a une loi sur la liberté universitaire et genre, elle a dit absolument rien à ce jour sur Twitter à ce sujet-là. Non, parce que c'est juste pour le mot en haine. Le reste, on s'en sac. Non, c'est ça. C'est un peu ridicule. En fait, parce qu'il fallait que je me connecte sur un autre compte Twitter pour aller voir si Pascal Derry avait commenté. Parce qu'elle t'a bloqué? Elle m'a bloqué sur Twitter. Parce qu'à un moment donné, j'avais répondu à un de ses tweets il y a genre peut-être un an et demi, puis j'avais dit genre, je pense que votre seule valeur finalement, c'était pas d'être conservateur, c'était d'être ministre.
Fait que je pense que c'est un peu ça parce que, tu sais... Donc, vous êtes une coquille vide, Madame Derry. Vous êtes un placeholder, comme dirait Claire Sanson, une plante verte. Oui. Puis elle n'est pas très impressionnante non plus avec la crise qui se passe à McGill non plus. Le fait qu'il y ait un ministre de l'Éducation supérieure, on peut en débattre. Là, ça pourrait être ministre de l'Éducation tout court. Là. Il pourrait y avoir juste un rôle de ministre. Mais tu sais, le fait qu'il y ait un ministre de l'Éducation supérieure qui est supposé gérer les universités et les cégeps, puis que tu es silencieuse, pareil que Provost, tu fais pas grand-chose pour la crise à McGill. Je veux dire, je vois pas vraiment ce que tu fais là. C'est drôle parce que là, on parle d'un universitaire qui s'est rapproché de la méchante droite de Québec. Mais si ça aurait été, je sais pas, mettons, un collègue sociologue, ami de Mathieu Bob-Côté, puis Bob-Côté aurait fait une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal, pas mal t'assurer que la ministre aurait répondu. Là c'est correct. Là, c'est le paramètre autorisé, comme dirait justement Bob-Côté. Tu sais, le hashtag votre gouvernement, ah ouais, le vote, je le vois pas souvent même, on va dire. Avec maître Jonathan Poulain, il voulait absolument vider son sac sur ce qu'il appelle le power trip municipal. Il y en a qui se demandent des fois, c'est quoi un des symptômes d'avoir des oppositions aussi faibles à Québec en ce moment, que je parle du Parti libéral ou le Québec solidaire, ou blablabla. Ben, c'est qu'en ce moment, ceux qui s'instituent un peu en opposition contre le gouvernement, c'est les municipalités, qui prennent un peu le champ libre là, que les oppositions à Québec atterrent dans les sondages laissent, et ça donne des séquences abracadabrantes comme on a vu dans les dernières semaines. Puis moi, il y en a deux qui m'ont quand même assez marqué dans les dernières semaines. Il y a tout ce qu'il y a par rapport au transport en commun qu'on a vu dans les dernières semaines, puis l'exemple qui s'est passé aux îles de la Madeleine avec la fameuse taxe archipel là, ou le passeport archipel. Pour moi, c'est deux exemples de champs libres qu'on a laissés, puis que là, il y a des dérives qui n'ont pas de maudit bon sens, tant une au niveau des finances publiques, qui sont les déficits accumulés dans les sociétés de transport, puis les municipalités disent, ben là, venez éponger nos déficits. Puis d'ailleurs, je tiens à dire que, souvenez-vous, le gouvernement de la CAQ a adopté un projet de loi pour permettre aux municipalités d'augmenter la taxation, notamment sur les immatriculations. Alors là, quand tu as le gouvernement qui dit ben là, les municipalités, c'est des quêteurs, puis des ci, puis des ça, c'est un peu hypocrite parce que faut se souvenir que récemment, ils leur ont donné un très gros pouvoir de taxation qu'il ne faudrait pas se surprendre, ils vont l'utiliser. C'est ça, c'est comme donner le permis au colporteur, ils ne sont pas surpris qu'ils colportent après. C'est carrément ça. Puis l'exemple dont on en a parlé avec la semaine passée avec Samuel dans le débrief ici, de Yann et Frank, l'histoire des îles, ça fait le tour du Québec, puis j'écoutais, il était le maire, M. Valiquette, je crois son nom de famille, le maire des îles, était en entrevue à TVA en fin de semaine. Disons que son ton un peu condescendant qu'on a vu dans les dites vidéos depuis une semaine et demie semble se confirmer parce qu'il y avait pas mal le même ton avec la journaliste de TVA. On voit une certaine arrogance de plus en plus. Là. Puis je me permets, là, ce maire-là là, que vous avez entendu, là, qui ne prêche pas par excès de modestie et fait quand même assez arrogant. Là. Pensez-vous que ce maire-là, là, lui, là, il n'a pas hâte là, du projet de loi de la ministre Laforêt qui va permettre aux municipalités d'intenter des poursuites puis des amendes dès que vous êtes un peu trop dur avec un élu? Pensez-vous que lui qui n'en distribuera pas des amendes au conseil municipal? Parce que moi, j'ai écouté des extraits, il ridiculise ou il fait un peu fermer la trappe à tout le monde qui se présente au micro qui n'est pas d'accord avec sa mesure. Alors imaginez là, donner un pouvoir additionnel entre les mains de cette personne-là. Moi, j'étais inquiet du projet de loi, puis là, on a des exemples où on se dit, ouais, il y a dans des municipalités que ça va être assez inquiétant, merci. T'sais, on a des élus qui sont de plus en plus déconnectés des citoyens, qui font plus essentiellement d'activités populaires parce qu'ils se font apostropher ou ils disent qu'ils se font apostropher. Des exceptions puis des gens un peu bizarres, là, il va toujours en avoir. Mais quand c'est rendu que systématiquement dans ta circonscription, là, si tu as été élu, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont coché ton nom. Là. Alors, si c'est rendu que même là, tu as de la misère à aller faire des activités publiques sans te faire apostropher ou te faire dire des petits commentaires désagréables, là, on s'entend, là, je suis pas en train de parler de menaces de mort. Là, ou moi, ça se peut que le député qui se promène en bas, ça se peut qu'il se fasse dire qu'il est une plante verte une fois de temps en temps, puis ça peut blesser celui qui le reçoit, mais à un moment donné, c'est peut-être l'image publique que les gens retiennent. Ben oui, il a fait une tribune, là, tous les jours, il est en arrière de Yann quand on fait le show. Fait que... Ben oui, j'ai vu l'autre fois. Je ne suis pas une plante verte. Mais écoute, moi, j'ai vu cette fin de semaine, il nous représentait fièrement sur le bras du ministère de la Culture au Gala Dynastie à Montréal. Alors, beaucoup de retombées pour les Beaucerons et les Beaucerons. C'est incroyable. Alors, tu sais, c'est le genre de choses où que les élus sont déconnectés, se font apostropher. Fait que moi, là, ce que je dis aux gens, c'est des gens qui vous ressemblent. Alors, tu sais, tu as des gens qui sont là pour se servir avant de servir. Là. Alors, moi, les leçons de ces gens-là, j'en prends pas trop puis j'en laisse. Là. Mais je suis d'accord avec
avec toi. Tu sais, moi, je trouve des fois que, puis je te donne un exemple qui m'a quand même frappé. L'autre semaine, j'étais du côté de Sainte-Marie-de-Beauce où il y a eu une manifestation des agriculteurs et je te partage mon impression. J'ai vraiment l'impression qu'on fait exprès, notamment avec la complicité de l'UPA, je vais le dire sans me faire des amis, mais que ça reste petit, que ça lève pas trop, que ça dérange pas trop. Écoute, t'as des hommes là-dedans et des femmes là, qui ont scrappé une journée d'ouvrage, qui sont venus avec de la machinerie. On les a fait faire une petite parade là, arrangée. Puis après ça, on s'est présenté devant le bureau du député et je vous le dis sans l'inventer, il y avait plein de monde pour le demander. Représentant de l'UPA monte sur le pick-up. D'ailleurs, un beau pick-up de l'année flambant neuf. Je trouve que sur le message, j'aurais pu prendre un vieux pick-up, mais bon, ça, c'est une autre chose. Avec un peu de bois de ses barges pour que ça fasse, que ça fit. En tout cas, d'ailleurs, je salue le Luc Provençal qui a quand même venu voir les manifestants, notamment de son bureau. Là. Mais le gars de l'UPA, merci de nous recevoir à vos bureaux. Moi, là, je suis un agriculteur, j'avais perdu ma journée d'ouvrage avec ma machinerie. Pendant que c'est la saison de l'épandage puis les semences qui commencent. Puis là, c'était la fin en plus des sucres, parce que souvent, il y en a qui sont dans les cabanes à sucre, puis tout, etc. Ils arrivent là, puis ils entendent les représentants de l'UPA quasiment licher de l'arrière des députés, puis merci de nous recevoir. Moi, j'étais fâché, puis je suis pas un agriculteur. Alors, tu sais, c'est là que je me dis... C'est ça. C'est pas sûr que les agriculteurs se sentent bien représentés dans ce débat-là. Ils veulent un mouvement populaire, mais encapsulé, contrôlable, encadré. Ils veulent pas un genre de convoi des camionneurs, mais des agriculteurs, finalement. Là, devant le Parlement à Québec, va bloquer la ville. On va bourrer les murs de la Sénat avec du purin comme ils ont fait en non, peut-être pas, là, mais je veux dire, tu sais, une manifestation, puis d'ailleurs, les manifestations des agriculteurs ont tous été très pacifiques, là. Il y a des escortes de la Sûreté du Québec, je veux dire, tu sais, c'est planifié, encadré, il n'y a pas eu de débordement, mais une manifestation, ça vient quand même avec du dérangement. Arrêtez de nous perdre, dans les municipalités, puis faire exprès de faire ça. Tu sais, je donne un exemple, ils en ont fait une au centre du Québec en même temps d'une grosse expo. Je suis comme, ouais, mais il y en a plein qui sont à l'expo en ce moment. Tu sais, il y avait un expo laitier. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on veut pas que ça lève ce mouvement-là. Là, dans les prochaines semaines, oubliez ça. Les agriculteurs sont dans les champs. Exactement. Ça, ils veulent garder le contrôle. C'est ça le Québec. C'est les centrales, autant l'UPA que le Collège des médecins, que les centrales syndicales. On aime ça, la ferveur populaire, jusqu'à temps qu'on n'ait plus le contrôle. Là, on est contre ça. Parce que bien sûr, on reste des corporations. On veut garder le pouvoir puis le monopole sur le mouvement. Il faudrait quand même pas que les citoyens osent s'exprimer sans le filtre syndical. On l'a vu avec la pandémie, on a découvert un Québécois qui aimait se faire contrôler. Ouais. Alors, heureusement là-dessus, j'ai une petite lueur d'espoir vivant dans le village gaulois du Québec. Là. Mais disons que ça manque un peu de robustesse. Puis moi, me faire répondre, oui, mais c'est pas de la faute des élus, c'est de la faute des fonctionnaires, ce qu'un représentant de l'UPA m'a dit. Écoute, je suis d'accord que les fonctionnaires ont beaucoup de pouvoir, mais si c'est le cas, c'est parce que les élus le laissent avoir du pouvoir. Les règlements, les projets de loi, ultimement, là, c'est pas les fonctionnaires qui se lèvent et qui votent dessus, c'est les élus. Alors, on est élu du monde d'abord. Exactement. Alors, il y a un principe qui est l'imputabilité. Et quand les gens souffrent, puis ont de la misère, puis en arrachent, je pense que les premiers qui doivent subir la critique, c'est les élus parce qu'ils ont une part de responsabilité là-dedans. Le prochain extrait vient d'un de mes bulletins de nouvelles exclusifs aux membres Patreon de Yann et Frank, où je présentais les propos de M. Letourneau, l'ancien syndicaliste de la CSN, et qui aimait pas le privé. Mais là, il y a du monde qui ont entendu le mot privé, et ils sont pas contents. Et là, la grande question, c'est est-ce qu'on envoie un signal de plus de privé en santé? J'espère que non, parce que moi, je trouve qu'il y a déjà trop de privé. Vous pensez qu'il va y avoir plus de privé? Donc, le jupon pourrait dépasser, mais on va y laisser une chance. Okay. Mais si le signal, c'est que c'est plus de privé en soins, les services sociaux là, sont à peu près tous privatisés au Québec. Là, 80% des dépenses en services sociaux sont faites de façon privée, mais au niveau de la médecine, 30% privé, 70% public, mais si c'est plus de privé, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour personne au Québec. Le meilleur des deux mondes existe déjà, le privé existe déjà. Là. Il n'est pas plus efficace, il coûte pas moins cher, il désengorge pas les listes d'attente. C'est souvent l'argument, ça va être de dire, parce que le privé existe, il y a des gens qui vont aller au privé. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'assurance, ils vont aller au public, mais les listes existent toujours. Et je m'excuse, là, l'efficacité de Biron, un laboratoire privé ouvert de 9 à 5, où vous devez payer, pour des analyses. Hein? Alors, si vous avez les moyens, vous allez au privé. Mais dans le public, je m'excuse, mais on continue encore à attendre pour être opéré. On attend encore pour avoir des analyses. Et c'est pas parce que Biron se multipliera qu'on va avoir désengorgé le public. Oh mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit?
Là, honnêtement, je saurais pas dire. Le système privé en santé a été dominant pendant 70 ans au Québec, jusque dans les années 60. C'était un échec sur toute la ligne, à cause des iniquités face au système de santé. Qu'est-ce qu'on a fait? 2 lois suite à la commission Castonguay-Nepveux, la loi en santé et services sociaux, l'assurance hospitalisation. Le problème, c'est qu'on n'a pas été assez loin. Pourquoi? Parce que les médecins se sont toujours battus comme des entrepreneurs privés dans un régime public et les compagnies d'assurance et les groupes comme Biron se sont toujours battus contre les régimes publics. Donc, si on veut davantage accéder au système de santé au Québec, on doit le déprivatiser complètement. Il vient-tu de dire ça, lui-là, le tarlat? Mathieu, sauve-nous! Moi, il y a quelque chose de fou dans le fait que quelqu'un qui a fait une carrière plus qu'honorable au privé doive se justifier d'être passé par le privé. Comme si c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment fiable. Comme si c'était l'agent de la déconstruction du réseau. À un moment donné, si on ne doit prendre que des administrateurs publics dans les circonstances, on réduisait le bassin de talents disponible. Mais en même temps, Mathieu, dans sa réponse, je ne sais pas si tu as noté, elle parle du concept, et j'ouvre les guillemets, de service à la clientèle. How dare you! Fermer. Ça, t'entends ça dans le privé. Mais là, dans le public, venant de la... Non, mais tu sais, le souci j'entends, de l'expérience patient, tu sais. Entre toi et moi, j'ai l'impression que ce vocabulaire-là est présent aussi dans le public depuis un temps. Le privé comme le public sont capables d'être surchargés bureaucratiquement. Moi, je me fais pas d'illusions dans la matière, mais l'idée que parce qu'elles viennent du privé, il faudrait la regarder avec une plus grande méfiance, je trouve que ça en dit beaucoup sur nos propres préjugés à son endroit et sur nos illusions sur l'efficacité du système public. Ça, je pense que c'est un peu étrange, en fait, comme manière de dire bienvenue. On finit avec Jacinthe Ève qui a remis le tarlat syndicaliste à sa place. La question n'est pas là. On a embauché quelqu'un qui vient en dehors de ce système-là parce qu'on veut pas de mentalité de fonctionnaire. On veut pas quelqu'un qui a commencé sa carrière comme travailleuse sociale ou infirmière, qui a gravi les échelons, qui est resté dans cette culture-là et qui va amener cette culture-là à la tête d'une organisation qu'il faut complètement revoir, repenser. Tout un défi. Donc, 330 000 personnes. Exactement. Qui vont donc, relever on veut une nouvelle façon, un nouveau regard de regarder les choses et ça veut pas dire que parce qu'elle vient du privé, qu'on intègre le privé dans notre réseau public. Moi, j'ai dit que je donne une chance au courant. Sauf que, et j'ai dit, j'espère que ça introduit pas plus de privé dans le système public. C'est juste ça que j'ai dit. Je veux pas qu'on nettoie la marde de ses murs, mais je veux encore que ça sente la rose. C'est juste ça que j'ai dit. C'est incroyable, Radio-Canada, le ramassis de 100 talents qu'il y a là-dedans. Cette semaine, avec Jacinthe Ève, on parlait de la décriminalisation de toutes les drogues en Colombie-Britannique et la ville de Toronto qui souhaite faire la même chose de son côté. Le 31 janvier 2023, donc il y a un peu plus qu'un an maintenant, Santé Canada a autorisé la Colombie-Britannique à décriminaliser la possession de 2,5 grammes de toutes les drogues opioïdes. Donc l'héroïne, la morphine, le fentanyl, la cocaïne, les méthamphétamines, l'ecstasy, toutes ces drogues-là. Oui, donc la possession de 2,5 grammes pour tous les individus de 18 ans et plus a été décriminalisée. Santé Canada a autorisé la Colombie-Britannique à décriminaliser pour une période de 3 ans. Donc, on a fait un projet pilote en autorisant cette possession-là. Rapidement, après quelques mois seulement en 2023, il y a des villes qui ont interpellé le gouvernement de la Colombie-Britannique en disant on aimerait que les règles soient resserrées. Ça va pas du tout parce qu'il y a certaines zones où la décriminalisation s'applique pas. Par exemple, dans les aéroports, sur les bateaux ou sur les navires ou les hélicoptères de la garde côtière canadienne, dans les aéroports. Donc, il y a des endroits où c'est pas décriminalisé, mais il y a des villes rapidement, là, après le 31 janvier 2023, suite à la décriminalisation, qui ont interpellé le gouvernement de la Colombie-Britannique pour dire il faudrait aussi ajouter des zones où la décriminalisation est pas effective. Par exemple, les parcs, les terrains sportifs, là où les gens s'entraînent, là où il y a beaucoup de familles, où il y a beaucoup de jeunes. Les petits boisés urbains, il me semble que je les rajouterais aussi. Ouais. Les plages, les parcs, les terrains de jeu, les arrêts d'autobus aussi, parce qu'il peut y avoir des mineurs aux arrêts d'autobus. Donc, le 18 septembre, finalement, la Colombie-Britannique a resserré les règles pour s'assurer qu'à moins de 15 mètres des parcs et des terrains sportifs, ce ne soit pas décriminalisé la possession de drogue. En octobre, ça c'est arrivé en septembre 2023, en octobre, il y a des villes qui voulaient aller encore plus loin, resserrer encore plus les règles, parce que là, on était devant le fait
fait accompli et on réalisait l'ampleur des dégâts que ça pouvait faire. Mais les demandes pour limiter encore plus ou pour resserrer encore plus, encadrer davantage, ont été bloquées par les tribunaux. Excuse-moi de t'interrompre, Jacinthe, mais ça doit en prendre du monde pour faire appliquer ces lois-là. Là. Ben oui. Tu sais, on parle de différentes sur la majorité du territoire. Ça rappelle quasiment les zones de couleur durant la pandémie. Là. Peux-tu aller là? Oui, mais après tel nombre de mètres, puis 2 personnes, puis d'un restaurant, puis... Ouais. Ça commence à être mêlant. Oui. Et comme c'est une autorisation qui a été donnée par Santé Canada, puis que les villes interpellent le gouvernement de la Colombie-Britannique, mais qu'il y a Santé Canada d'impliquer, il y a les forces policières qui essaient d'influencer aussi, puis qui font certains constats, mais les forces policières de Victoria pensent pas la même chose que les forces policières de Langley, de Vancouver. Bref, le chaos est pogné là-dedans, puis les tribunaux ont bloqué certaines demandes de la Colombie-Britannique à l'automne dernier. Donc là, il y a des constats qui sont faits de problématiques importantes qui ne sont pas réglées. Donc là, la Colombie-Britannique s'est adressée à Ottawa, à la Chambre des communes. Et aujourd'hui même, à la Chambre des communes, Ottawa est en train de regarder la demande de révision, de décriminalisation des drogues. Dans le fond, ce qui est demandé par la Colombie-Britannique, c'est on aimerait que finalement tous les espaces publics ne soient pas décriminalisés. Donc, on décriminalise la possession, mais pas dans les espaces publics. Donc, on veut resserrer encore plus les règles puisque le gouvernement de la Colombie-Britannique demande à Ottawa. Donc, ils sont en train de regarder ça. Parallèlement à ça, parce qu'on est quand même dans un projet pilote regardé d'un peu partout dans le monde sur cette décriminalisation de drogue, eh bien, il y a la ville de Toronto qui avait demandé à Santé Canada, je vous l'ai dit en début, en introduction, en 2022, s'est adressé à Santé Canada. Santé Canada, en ce moment, étudie toujours la demande de la ville de Toronto pour décriminaliser les drogues. Mais la demande qui a été faite par la ville de Toronto diffère un peu de la Colombie-Britannique. C'est ce qu'on a comme information dans l'article que tu as présenté en introduction, là où Doug Ford ne veut absolument pas que Toronto décriminalise les drogues. Dans le fond, les différences entre Toronto et la Colombie-Britannique sont quand même importantes, même si les demandes sont similaires. Là. Par exemple, Toronto propose de décriminaliser la possession de toute drogue illicite pour consommation personnelle et ne précise pas la quantité maximale. C'est ça, avec il n'y a pas de limite. Il n'y aurait pas de limite sur la quantité. Et les personnes de moins de 18 ans à Toronto ne seraient pas poursuivies non plus. Donc, à Colombie-Britannique, c'est pour les 18 ans et plus. Là, à Toronto, on ne vise pas que les personnes majeures. On vise l'ensemble de la population. Il n'y a pas de quantité maximale de possession. Donc, la demande est encore plus ouverte. Cette volonté de vouloir tout décriminaliser, ça vient un peu de l'argument politique, ou du moins de l'argument que, en le décriminalisant toutes les drogues dures, toutes les drogues illégales, que ça va réduire la consommation et réduire les problèmes d'overdose, sachant que le marché noir va s'effondrer via ça, ça va réduire le nombre de gens qui vont en consommer ou quoi que ce soit, et ça va rendre ça plus anodin. Corrige-moi si je me trompe, mais à la date, présentement, en Colombie-Britannique, je comprends qu'on parle d'une quantité quand même limitée de consommation, mais à la date, ça a l'air d'être un gros échec. Là. Ben, c'est souvent ça, des politiques all across the board, oui, avec quelques spécifications sur certains endroits. Donc, c'est rare que c'est des solutions miracles à tout, surtout pour ce qui est des drogues. Ben, t'as raison, l'objectif qui est poursuivi, c'est que la décriminalisation est nécessaire pour réduire le nombre de morts liées à l'intoxication aux drogues. Tu sais, moi-même, j'ai étudié en criminologie. On a abordé dans plusieurs cours la légalisation des drogues. À l'époque où j'étudiais, il n'y avait pas le ça, t'allais dire, moi-même, j'ai consommé beaucoup de drogue étant plus jeune. Non, tu sais, moi, je suis vraiment toujours tiraillée dans ces enjeux-là parce que ma formation universitaire m'a enseigné que les enjeux relatifs aux drogues, c'est des enjeux de santé publique, c'est des enjeux de santé mentale et ça devrait pas être criminalisé parce que on soigne pas ces gens-là, on les réhabilite pas en les mettant en prison. C'est souvent une forme d'automédication. Donc, les personnes vivent certains malaises et ils ont besoin d'endormir des souffrances ou ils ont besoin d'une fuite vers quelque chose et ils vont se réfugier dans ces substances-là. Il y a toutes sortes de problématiques de santé mentale dont les symptômes sont atténués par certaines substances et il y a des gens qui font des expérimentations et qui se rendent compte avec telle substance, ben mes symptômes de choc post-traumatique ou d'abus sexuel ou d'enfance difficile ou de TDA même, de toutes sortes de symptômes qui sont finalement endormis ou minimisés avec la consommation de substances. On termine comme à chaque semaine avec Sensei Pascal Derry, avec qui on a encore eu certains moments loufoques et hilarants la semaine dernière. Ce matin, on va parler de comment générer votre bonheur à travers votre boîte à soleil. Là, vous dites que ça sonne donc bien enfant forme, cette affaire-là. Ça fait Teletubbies un peu, je vais pas être méchant. Aujourd'hui, les amis, on parle du soleil, puis comment on peut mettre du soleil dans notre cœur avec une petite comptine. Est-ce que toi, à la maison, tu as du soleil dans ton cœur?
On aura tout fait dans ce podcast-là, c'est effrayant. Oui, un nouveau personnage dans Passe-Partout, genre passe sans gluten ou passe soleil. Passe la POC ou passe vitamine D. On fait ça ce matin, gang, pour vrai. Ça a l'air un cliché un peu niaiseux, mais vous allez voir ce qu'on va en jaser. C'est un mot, une expression donnée à un principe qui pourrait augmenter considérablement votre indice de bonheur au quotidien. Fait qu'on jase ça matin. Le principe de la boîte à soleil, c'est une image qui est enfantine, mais c'est important des fois les images qui sont enfantines parce que ça permet à tout le monde de comprendre. Les adultes inclus. Des fois, on se casse trop la tête puis d'avoir des images simples, ça permet de comprendre ce qui est derrière. Puis sans savoir, c'est un principe que moi, j'appliquais surtout dans mes relations amoureuses, mes relations intimes, que je fais encore à ce jour, puis c'est un principe qui ne changera pas. La boîte à soleil, grosso modo, ça repose sur l'expérientiel, la valorisation de l'expérientiel. Ça s'en va pas, c'est que je pense, mais continue. Je suis trop tordu le vendredi matin, je suis désolé. Yes! Toi et puis ta blonde, vous les tripez ce soir. Il reste-tu de la graisse dans le fond de la casserole à fond? Non, c'est ça. Avec des steaks. Fuck le womanizer. Amène la boîte à soleil. Vous trouvez qu'une épluchette de blé d'Inde, c'est plate? Voici les 5 trucs pour pouvoir les insérer qui feront de vous de bons amis. Et également une source de fibres en continu. Ça n'a pas d'allure. On se prend quasiment pas au sérieux. On va se partir à un show. Au lieu que ce soit Will It Blend, ça va être Will It Glisse. Le percolateur, c'est pas pour blender, non, c'est pour savoir si ça va glisser. Ah, c'est pour purer. Ouais, t'as de l'ambition un petit peu. Ah, je suis perdu, j'ai perdu mon... Quoi, je parle expérientiel. Ouais, expérientiel, ouais. Non, c'est pas de cette expérience-là qu'on va jaser. All right, merci. N'en doutez point. Vous pouvez maintenant enlever les mains sur les oreilles de vos enfants qui écoutent le podcast avec vous. Ça vous aide à revivre l'émotion en temps réel, au besoin. Fait que vous êtes en train de générer graduellement une pluralité de bouées de sauvetage auxquelles vous pouvez accéder de façon ponctuelle. Un peu. J'ai fini de lire mon texte. C'était bien une grosse phrase! Excusez! C'est vendredi sacrifice, un peu. Hey, je commençais à croire que Pascal était un homme intelligent. Attendez, on va mettre ma cravate. Alors, aujourd'hui, j'avais des lunettes pas loin, j'allais les mettre quasiment. J'ai pas de lunettes en vie, mais je n'ai juste pour un personnage. Toi, en full suit, on n'a pas dû voir ça souvent dans la vie. Hein? Non, t'as jamais vu ça. Ah ouais? Hey, tu sais que j'ai déjà perdu des jobs à cause de... T'as jamais été à un mariage ou quelque chose? Oh ouais, j'étais habillé propre, mais jamais en full suit. Ah ouais? Ouais, j'ai perdu des jobs à cause de ça. Vas-tu le faire à ton mariage ou tu vas... Ah ouais, absolument, je serai pas en full suit, oublie ça. Ah ouais? Oh ouais. Attends un peu. Ah, je viens d'entendre une porte qui vient de claquer. Ben, on est parti. Bon, ben, c'est ça qui était ça. Ah, c'est ça. Ah ouais? Il mettra pas de cravate? Ah ben, c'est ça, pas même ça va se passer. Faut faire des sacrifices à un moment donné. C'est pas vrai que tu vas arriver en t-shirt d'Iron Maiden. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Sachez que les En toute liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur le YouTube et le Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez avoir davantage de contenu exclusif de la chaîne, abonnez-vous au patreon.com/isénéchal. Bon week-end tout le monde.